Excellent. Perspective économique 2030. Je fais beaucoup de conférences à chaque année. Je suis un gars passionné d'économie. C'est assez fou que je sois payé pour donner des conférences et parler de ce que j'aime faire. Je vous fais le début d'une conférence. C'était le pari que j'ai fait. Fait que c'est, dans le fond, le tronc commun. Il y a des gens qui ont fait des études longues ici, là, genre un cégep. Bac. Il y a comme un tronc commun, c'est comme tu as la spécialisation. Ce que j'adore faire dans mes conférences, c'est faire ça, plus votre industrie, votre secteur, votre passion. J'étais ce matin avec l'Association des fabricants de meubles du Québec. Je leur ai parlé de meubles, de chaises, de mobilier de bureau, là, de toutes sortes d'affaires. Et je me passionne de plein de choses. Donc, aujourd'hui, vous avez juste le tronc commun pour vous donner envie d'aller un petit peu plus loin avec moi. Donc, je commence en vous parlant de deux choses. Le pire ennemi de l'économie, le pire cauchemar de l'économie, c'est ma première section. Et la deuxième, on va rentrer un peu dans le crunchy de la démographie, de la robotisation, etc. J'ai 15 minutes, comme vous le savez, c'est la règle du jeu. Le pire cauchemar de l'économiste commence, je ne sais pas quand vous voulez, là, les révolutions industrielles, là, whatever, mais mettons le récent cauchemar commence le 13 mars 2020. Vous vous rappelez tous où vous étiez? Le 13 mars, c'était un vendredi. J'étais à Toronto en train d'animer une retraite pour Ubisoft Canada. Tout le monde capotait. J'avais peur de ne pas pouvoir revenir chez nous avec les avions. Puis, à l'époque, j'habitais sur l'île de Montréal, là, dans le Valérie Plante Land. Là, puis j'avais peur de ne pas pouvoir sortir de l'île. Puis, bref, en tout cas, j'ai eu peur. Mais on a tous eu un peu peur. Ça a été une période un peu weird. Puis pour moi, qui a 44 ans, qui n'a pas vécu là, les guerres, là, puis l'effondrement du mur de Berlin, là, puis ça, c'était comme « wow », tu sais, enfin, il se passe de quoi. Et donc, Exhibit A de notre panique collective, c'est ça. Puis pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'économiquement, le papier de toilette, c'est un produit de consommation qui est sans intérêt. Dites-moi combien vous êtes, je vais vous dire combien de papier de toilette il vous faut. Tu sais, c'est comme très linéaire, très prévisible. Il n'y a pas de thèse de doctorat qui se font sur le papier de toilette, là. Il y a des petites variations saisonnières, là, on se comprend, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est très plate, le papier de toilette. Et pourtant, collectivement, on a produit une pénurie d'une commodité absolue. On pourrait quasiment s'applaudir, là, tu sais, rendu là. Fait que c'est quand même bizarre. Et ce qui est fou, c'est que la pandémie a changé fondamentalement nos comportements, genre pogner à la maison, pas aller nulle part, pas le droit de rien faire. On s'est tous remis en forme, là. Bon, ça paraît plus pour certains que d'autres, mais on s'est donc tous commandé des vélos stationnaires. Hein? Puis prenez par exemple une compagnie comme Peloton qui fait des vélos stationnaires. L'explosion de la demande a été fulgurante par 3, 4, là, soudainement. Et si vous êtes le PDG de Peloton, le VPRH de Peloton, le chef des opérations de Peloton, qu'est-ce que vous faites? Il faut 3 fois plus de pieds carrés, 3 fois plus de monde, 3 fois plus de pièces, 3 fois plus de camions, 3 fois plus de palettes, 3 fois plus de cash. Et tout ça, sachant que de l'autre bord, objectivement, il n'y a pas 4 fois plus de besoin de vélos stationnaires. C'est juste une demande temporaire. Et donc, on a comme défaite, ultimement, quelque chose, le papier de toilette, les vélos stationnaires, qui étaient relativement prévisibles. On a fait exploser un paquet de choses. Vous vous rappelez certainement de cette image-là. Hein? On a aplati la courbe, et bravo avoir aplati la courbe des cas. Mais dans mon univers, qui est celui de l'économie, on a désaplati à peu près tout ce qui était possible et imaginable. Un autre exemple de fou, qui aurait pensé que le prix du pétrole serait éventuellement négatif? Il y a eu une période pendant laquelle le prix, tu sais, on en parle beaucoup, le prix au baril, là, vous avez entendu parler de ça, c'était moins 37. Pourquoi? Parce qu'on était tous à la maison, pas le droit d'aller nulle part, les avions ne volaient plus, on n'allait plus à job. Et là, les gens qui font du pétrole, ils étaient tellement paniqués et pognés qu'ils étaient prêts à vous payer pour les offloader d'un baril de pétrole, moins 37, le prix négatif. Je ne pensais pas, quand je faisais ma thèse de doctorat, qu'on allait voir ça dans notre existence, et pourtant, ça a comme un peu changé nos paradigmes. Évidemment, dans la foulée, on a vu les conflits un peu partout. Puis ça, c'est juste au sortir de la pandémie. Là, je vous parle de cauchemars d'économistes. L'Ukraine, la Chine avec Taïwan, les attaques des Gazaouis sur Israël. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce n'est aucunement économique. Ce sont des décisions politiques de Poutine puis du Hamas, des gens sur lesquels l'économiste ne sait rien et n'a rien à dire. C'est des facteurs en économie qu'on dit qui sont exogènes. Ça ne vient pas de l'économie, mais pourtant, putain, ça a quand même tout brisé, hein, ces situations-là. Et donc, mon pétrole qui était à moins 37, boum, en quelques mois seulement, se retrouve à 110 $ le baril. Et vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, on a payé 2,20 $ le litre. Là. On a la mémoire courte, là, mais tu sais, ce n'est pas la première fois que ça nous arrive dans les 5 dernières années, ce qui est quand même un peu fou raide quand on y pense. Évidemment, là, on a eu de l'inflation à cause de tout ça, les guerres, la pandémie, la demande extraordinaire de certains biens. Ça a créé de l'inflation. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a de l'inflation, là?
rendu là, vous devriez connaître un peu la recette. J'ai fait tellement de chroniques dans les médias pour l'expliquer. Quand il y a de l'inflation, la Banque centrale, elle monte le taux pour baisser l'inflation. Donc, qu'est-ce qu'a fait la Banque du Canada? Elle a fait augmenter son taux rapidement. J'ai-tu le temps? Tranche de vie. Ma blonde est en marketing, OK? Elle travaille chez les Hôtels Germain, elle est super belle, elle est super bonne, elle est créative, elle a plein de talent, mais tu sais, quand on achète des maisons, ma blonde puis moi, je fais le Excel, puis elle fait l'aménagement intérieur, là, mettons. Et donc, on a acheté une maison en 2022, grosse maison à Saint-Lambert, piscine, 5 chambres à coucher, là, fou raide. Je dis, chérie, le taux variable est toujours meilleur que le taux fixe. Tu vas voir, ça va être super. Et là, j'ai fait un Excel avec le worst case scenario. Il y avait un peu d'inflation. Et là, on a eu comme un genre de 2,3 %. Puis là, je commence, ça va être correct au début, on va rembourser plus de capital. Puis là, quand c'était rendu à 6,7 %, ma blonde me regardait genre, what the hell? C'est quoi ton. Elle a challengé ma crédibilité comme économiste. Et récemment, true story, il y a 2 mois environ, je reviens le soir de la job, puis chérie, as-tu entendu parler du détroit d'Ormuz? Elle pensait que j'avais inventé une expression, le détroit d'Ormuz. Elle pensait que c'était comme sorti de mon... Elle remet en cause ma crédibilité comme économiste depuis ce temps-là. Je n'ai pas vu venir l'augmentation du taux directeur. Et pourquoi je vous en parle? Parce que si moi, qui dans mes temps libres, dans mon char, écoute des podcasts de finance, puis qui parle à la radio et à la télé tous les jours de finance, puis qui bouffe de la finance, qui se couche le soir en se demandant si le taux de chômage va bien finir par baisser, puis que moi, je me trompe. Imaginez le VP Finance, la directrice des opérations, la fondatrice d'une start-up. Tout le monde got it wrong, finalement. Et donc, c'est ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années, c'est qu'on a tous fait des mauvais paris. On a acheté des maisons qu'on n'avait pas les moyens, on a fait des investissements qu'on n'aurait pas dû faire, etc., etc. Et donc, comme le dirait notre ami Arruda, tout ça n'est pas plat. Donc là, on en revient dans l'univers de l'économie. C'est la Banque du Canada qui, faisant son action, nous a un peu mis à mal. Évidemment, c'est très logique.